Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue à cette édition de l'information du soir sur la télévision du Monde. 3 titres à l'entame de cette autre livraison de l'information. Les populations de la localité de Yamba Nord et d'un côte dans le département du Ndongamantoum, région du nord-ouest du Cameroun, vivent à la Belle Étoile dans la brousse depuis quelques jours et pour cause, leurs maisons d'habitation ont entièrement été incendiées par les nomades Fulani venus du Nigeria. Retour sur cette situation dramatique au Cameroun dans les minutes qui suivent de cette édition de l'information sur la télévision du Monde. Toujours dans le chapitre de l'actualité, précisément à Yaoundé, on s'intéresse à présent à ce grand de malfrats dont la course folle a été stoppée net par les éléments de force de défense et de sécurité. Ce sont principalement les agresseurs présumés du professeur Claude Bekolo, doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion appliquée de l'université de Douala. Ils ont été interpellés et présentés à la presse à Yaoundé par la division de la police judiciaire du centre. Toujours dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, intéressons-nous à présent aux travaux de la session parlementaire du mois de mars. L'Assemblée nationale a fait sa rentrée ce 11 mars 2021. Après des vacances, les députés se retrouvent pour des travaux qui vont durer un mois, une session parlementaire qui se tient dans un contexte marqué par la pandémie Covid-19. Madame, Monsieur, bonsoir une fois de plus. Merci de votre fidélité. Bienvenue à cette édition de l'information sur la télévision du Monde. Et nous vous l'annoncions en titre à l'entame de cette édition de l'information. Les populations de Yamba Nord et d'un côte dans le département du Ndongamantoum, c'est dans la région nord-ouest du Cameroun, vivent à la Belle Étoile et dans la brousse depuis quelques jours. La principale cause de cette situation est que leurs maisons ont entièrement été incendiées par le nomade Fulani venu d'un pays voisin, à savoir le Niger. Les détails de Patrick Ngoignon. People don't finish dessert. It will happen today. Voici tout ce qui reste des villages de Yamba Nord et Côte dans l'arrondissement de Moi, département du Ndongamantoum, région du nord-ouest Cameroun. Ces villages, une dizaine au total, sont réduits en cendres. Les populations ont déserté les lieux pour trouver refuge dans la brousse où elles dorment à la Belle Étoile. Les nomades Fulani, originaires du Nigeria voisin, seraient les auteurs de cet énorme incendie et qui auraient déjà fait plusieurs morts. Ces derniers continuent de sévir dans la localité sans la moindre inquiétude aux réactions des autorités locales. La dernière incursion date de ce 10 mars. Au menu d'armes blanches, ils ont poignardé et incendié plusieurs maisons, faisant des blessés graves et légers. Lors de sa dernière sortie, l'ambassade des États-Unis au Cameroun exprimait déjà par voie de communiqué presse sa profonde préoccupation des violences communautaires de Moi et appelait par l'occasion le gouvernement camerounais à prendre des mesures qui urgent pour apaiser les tensions et promouvoir la tolérance et la compréhension mutuelle au sein des communautés touchées. Une situation difficile pour les populations de ces localités de Yamba Nord et d'Onkot dans le département du Ndongamantoum, région du nord-ouest du Cameroun. Nous parlons toujours des faits de société et précisément à Yaoundé où les agresseurs présumés du professeur Claude Bekolo, doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion appliquée de l'université de Douala sont aux arrêts. Ils ont été appréhendés par les éléments de la police nationale et présentés à la presse par ces mêmes éléments de la division de la police judiciaire du centre. Les détails sont signés Armand Brice Ngomo et Elvis Ngwe. Sou Amadi Demba, 54 ans, François Bida, 40 ans, Baba Amidou, 42 ans, Ifyassou Rabou, 39 ans, Maïdi Bagama, 38 ans, et Vincent Ebogo, 40 ans,
6 suspects, tous de nationalité camerounaise, interpellés par les éléments de la délégation générale à la Sûreté nationale. D'après le commissaire divisionnaire Moïse Emmané, chef de la division de la police judiciaire du centre, il part d'un braquage à l'entrée de son domicile à Migan par 3 individus. La victime n'est autre que le professeur Claude Bekolo, doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion appliquée de l'université de Douala. Dans la soirée du 10 février 2021, le professeur Claude Bekolo, doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion appliquée de l'université de Douala, a été victime d'un braquage à l'entrée de son domicile à bord de son véhicule de service. Il sortait donc de Douala pour un week-end en famille. Il était filé depuis une vanne par 3 individus non identifiés à bord d'une moto armée de poignards. Le véhicule a été emporté. Tous les effets des victimes ont été emportés, compris l'argent, les téléphones, les laptops, les clés USB, ainsi que des effets vestimentaires. Informé très tôt dans la matinée du 11 février 2021, le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bargandele, va prescrire 48 heures à la division régionale pour élucider cette affaire. Très vite, des recherches sont engagées avec l'appui des ESIR, grâce à la filature, l'analyse des données de géolocalisation, ainsi que des embuscades et perquisitions. Les braqueurs sont tombés dans les mailles de la police. Nous avons interpellé par la suite le commanditaire du coup. Par la suite également, nous avons interpellé le receleur du véhicule au niveau de Ngaoundéré. Les perquisitions des domiciles respectifs des suspects ont permis de retrouver tous les effets des victimes et qui leur ont été restitués, n'est-ce pas, tout de suite. Il ne serait pas superflu de mentionner que le nommé Iliassou est un repris de justice. Il avait déjà participé à un braquage un ancien délégué régional à la Sûreté nationale. Sur ce coup, ils ont arraché justement aussi un véhicule Toyota 4x4. Il avait été déféré à propos. Tous ont été placés en garde à vue. La délégation générale à la Sûreté nationale incite les populations à faire preuve de vigilance. C'est le lieu pour nous de conseiller à nos populations de doter les véhicules de système GPS qui pourrait faciliter, n'est-ce pas, les recherches en cas de vol. Et toutefois, si on est victime des faits similaires, nous vous recommandons de saisir la division régionale de la police du centre ou toute autre unité de police à proximité de vous ou appeler le 1500 sur un numéro vert, un numéro gratuit de la Sûreté nationale qui fonctionne 24/24, ou alors appeler les ESIR au 117 et la police, votre police qui est au service de tous et de chacun, fera le reste. Et puis toujours dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, intéressons-nous à présent à l'Assemblée nationale qui a fait sa rentrée ce 11 mars 2021. Après les vacances parlementaires, les députés ont repris du service ce jeudi dans la capitale politique du Cameroun, la ville aux 7 collines, dans le cadre de la première session parlementaire de l'année budgétaire 2021, une session qui se tient dans un contexte marqué par la pandémie Covid-19. Le reportage est signé Armand Brice Ngomon et Elvis Ngwe. L'Assemblée nationale n'a plus connu tel cérémonial depuis le mois de novembre, date de la clôture de la dernière législature. Pour les 180 députés, c'est la rentrée des classes. On assiste alors à de hasard. Les salutations habituelles ont cédé la place aux jeux de coude et aux masques faciaux. Covid-19 oblige. Et derrière, au rendez-vous de ce premier jour de classe au service de la nation, les membres du gouvernement sont bien présents avec à leur tête le Premier ministre, chef du gouvernement, le Sénat et le Conseil constitutionnel, la Cour suprême et bien d'autres. Tout le monde est là. Mais quand on annonce l'hymne national, cette petite ambiance du premier jour d'école fait instantanément place à un silence de cathédrale. La doyenne d'âge de l'Assemblée nationale, Clémentine Kouafégué, est au perchoir.
devant elle, l'Assemblée. C'est notamment à eux qu'elle s'adresse en particulier dans son discours inaugural. Mais avant, un hommage est rendu au député Djibrila Kao, décédé le 12 février 2021 des suites de maladies. Dans son discours, la doyenne d'âge relève pour le déplorer les actes d'horreur qui continuent d'endeuiller les familles. La dernière en date étant l'assassinat de 3 chefs traditionnels dans le département du Lébialem, région du Sud-Ouest. Ne saurait justifier une barbarie aussi aveugle et une telle innommable souveraineté. Les actes de la représentation nationale dénoncent et condamnent avec la dernière élève. Un autre point dans ce discours d'ouverture, l'insécurité routière de plus en plus grandissante, la plus meurtrière étant cette collision entre un gros porteur et un camion citerne à la falaise de Sanchou, dans le département de la Minois, région de l'Ouest, qui a causé la mort de 53 compatriotes. Il est urgent, me semble-t-il, que les mesures appropriées soient prises par le gouvernement, afin de sensibiliser les conducteurs eux-mêmes et d'encadrer le trafic de nuit sur certains de nos axes routiers à eux aussi. La crise sanitaire a été aussi évoquée. Les indicateurs sont en nette croissance à cause de l'incivisme des populations. La doyenne d'âge appelle à la vigilance. Également dans son discours, la décentralisation avec l'élection des conseils régionaux, un autre défi qui attend le Cameroun. Mais la présidente des sciences a surtout rendu un vibrant hommage à la femme. Les femmes occupent aujourd'hui 61 sièges sur 180 à l'Assemblée nationale. La doyenne d'âge a terminé son discours non sans évoquer le budget de l'État pour l'exercice 2021, un budget de crise selon elle. Elle en appelle d'ailleurs au patriotisme et au know-how des gestionnaires de la chose publique. Et puis à l'issue de cette première journée de rentrée des classes pour les députés de l'Assemblée nationale, plusieurs d'entre eux ont bien voulu exprimer leurs attentes à l'issue de cette session parlementaire du mois de mars, une session très souvent consacrée à l'évaluation de l'action gouvernementale. Je propose la différentes réactions au micro de nos reporters Amambris Ngomon et Elvis Ngwe. La décentralisation, c'est quelque chose de fondamental. J'espère que cette année qui s'ouvre, nous allons nous y pencher parce que l'année écoulée a été catastrophique là-dessus. La loi portant code de collectivité territoriale décentralisée n'a toujours pas été appliquée. Et ça, c'est pour nous au PCRN une attente fondamentale pour cette année nouvelle qui commence. Et puis il y a cette crise sanitaire qui reprend du poil de la bête. Et nous avons voté quand même ici en décembre un compte d'affectation spéciale dont nous tardons à voir l'impact dans la contention de cette crise. Tout comme nous apprenons quand même que des dispositions financières ont été prises par le Fonds mondial et que cet argent n'est toujours pas mobilisé. Je crois qu'il y a beaucoup de choses que le gouvernement doit nous expliquer. Mes attentes sont au niveau de la sécurité sanitaire. J'aurais souhaité que le dépistage soit systématique en commençant par les députés. J'aurais également souhaité qu'on ne reste pas au niveau des slogans, mais qu'on pose des actions qui vont arrêter cette maladie. Donc, les grands regroupements comme l'Assemblée, on devait tester tout le monde. Parce que quand on teste quelqu'un, non seulement il est protégé, mais il protège ceux qui sont autour de lui. Le SDF revendique, depuis que la guerre du Nozo a eu lieu, une inscription au calendrier de l'Assemblée nationale, que nous puissions avoir une plénière spéciale consacrée à la situation du Nozo. Voilà le point phare du SDF pendant cette session. Éventuellement, étant député de la nation, je ne saurais dire que le SDF a exclusivement les attentes qui leur concernent. Nous devions aussi participer aux activités de la nation. Donc, je m'en réjouis du discours du doyen d'âge qui a clairement spécifié que nos routes devenues
aujourd'hui sont devenus des mouroirs. Je m'en réjouis également parce qu'elle a dit que nous aurions un plénière spécial consacré à cet effet. C'est donc les réactions de quelques députés engagés à cette session parlementaire du mois de mars. Nous parlons de la lutte contre le coronavirus dans l'arrondissement de Konsamba Promise dans le département du Moungo, région littorale. Le préfet ou le sous-préfet est sur le terrain, Daouda Ousmanou, puisqu'il s'agit de lui, a visité ce jeudi tour à tour les établissements scolaires de sa circonscription administrative, les agences de voyage ainsi que les espaces commerciaux pour s'assurer du respect scrupuleux des mesures barrières contre le Covid-19. Une descente sur le terrain du chef d'État qui fait suite aux nombreuses recommandations du Premier ministre chef du gouvernement en rapport avec la pandémie Covid-19. Jean Medna et Château-Vallon N pour les précisions. Premier arrêt de cette descente sur le terrain. Nous sommes à l'école publique, groupe 2 et 3, dans l'arrondissement de Konsamba 1er. Le dispositif sécuritaire contre la pandémie à coronavirus est visible de part et d'autre depuis l'entrée. Et le sous-préfet, dans une ambiance studieuse, échange dans une séance de jeux questions-réponses avec les élèves. Plus fort. Toucher dans le feu, c'est la mer. Qui d'autre? Oui. Porter un cache-nez, oui. Oui. Pardon, au moins 1 mètre. Ok. Est-ce que vous respectez ces distances? Vous l'avez la même combien de fois? Quand vous venez à l'école, vous avez le combien de fois? On est deux fois. Oui. Nous parlons aux enfants et à travers les parents, ils croient que c'est le jeu. Mais je crois que comme monsieur le sous-préfet lui-même est descendu sur le terrain aujourd'hui pour faire cette sensibilisation, les enfants vont répercuter. En même temps, nous aussi, nous allons convoquer les parents pour leur faire part de ce que monsieur le sous-préfet nous a dit aujourd'hui pour lutter vraiment contre le coronavirus dans notre milieu scolaire. Les difficultés que nous avons ici, c'est l'eau. La première difficulté, c'est l'eau. L'eau ne coule pas. Pourtant, il y a les dispositions, il y a les bornes fontaines, mais l'eau ne coule pas au robinet. Et quand il n'y a pas l'eau, nous nous débrouillons n'importe comment avec les eaux. Les eaux que les enfants nous apportent ici, c'est des eaux sales. Et puis, du coup, on ne peut pas être en sécurité par rapport au coronavirus. Bien avant la prochaine étape, Daouda Ousmanou a procédé à la remise des masques de protection faciale à certains élèves dépourvus pendant son séjour. Passé les apprenants, le chef de terre était l'hôte de marque de l'Union des aveugles et déficients visuels du Cameroun, antenne de Konsamba 1er. Qui dit manque de matériel de lutte, dit forcément exposition tous azimuts. Nous vivons dans la peur au quotidien, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Nous continuons à vivre dans notre état de pauvreté, dans le manque criant de tout ce qui est matériel de lutte contre le Covid, et continuons à appeler toutes les personnes qui puissent nous venir en aide dans ce sens, de ne pas hésiter. La quatrième et dernière étape de cette descente sur le terrain du sous-préfet de l'arrondissement de Konsamba 1er s'est effectuée dans les agences de voyage, les poissonneries, boulangeries et autres espaces commerciaux. Après ce tour du propriétaire, un constat se dégage. Nous sommes effectivement également descendus dans les agences de voyage pour nous assurer du respect de ces mesures. Nous avons sensibilisé à suffisant les responsables de toutes agences pour que les passagers puissent se laver obligatoirement les mains, porter le cache-nez avant d'embarquer. Alors nous
allons dans les prochains jours convoquer ces responsables des agences de voyage pour qu'ensemble nous puissions organiser les opérations d'embarquement et de débarquement dans les agences de voyage en vue de faciliter une certaine fluidité. Passé cette phase de sensibilisation, l'autorité administrative menace de monter d'un cran avec la répression en cas de poche de résistance. Pour l'instant, nous sensibilisons. C'est ce qui nous a été demandé par la haute hiérarchie. Nous sensibilisons la population, nous sensibilisons nos administrés. Et ensuite, si ces mesures ne sont pas respectées, il conviendra qu'on puisse passer à la phase des sanctions de certains récalcitrants. C'est nécessaire pour les obliger à se protéger, pour les obliger à protéger leur entourage, pour le bien de notre pays. Rappelons que cette descente sur le terrain du sous-préfet de Nkonsamba 1er fait suite à la communication spéciale du Premier ministre, chef du gouvernement, répercuté par la tutelle de Minat, Paul Atanganji. Nous parlons de toute autre chose à présent. Nous mettons le cap à Ngaoundéris, dans la région de la Damawa, où le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative est au chevet des agents publics de ces services dans cette partie du triangle national. C'était lors d'une visite de terrain de 48 heures. Joseph Lé, à l'occasion, a par ailleurs condamné avec la dernière énergie la mauvaise exécution, mieux encore, le laxisme observé dans la salle multimédia de la délégation régionale de son département ministériel. Les précisions dans ce reportage. Mais c'est pas sérieux, ça. C'est pas ça. Qui a fait ça? C'est les lois ou c'est c'est vous, c'est vous portez plainte. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative est en colère. Et il l'a fait savoir à l'occasion de la visite guidée de la salle multimédia à la délégation régionale du MINFOPRA pour l'Adamawa. Motif de ce ressentiment, la mauvaise exécution des travaux de la structure qui n'a pas respecté les clauses contractuelles. Devant ses collaborateurs et face à l'entreprise contractante, le membre du gouvernement n'a pas mâché ses mots. Le travail qui a été fait n'est pas satisfaisant parce que ce que j'ai vu ne répond pas du tout aux normes. C'est pour ça que chez nous, cette entreprise envoie des représentants sur le terrain et qu'ensemble nous fassions cette évaluation. Le constat qui se dégage est que le travail a été mal fait. Le dispositif permet aux candidats des concours administratifs de passer les épreuves orales à partir d'Ngaoundiri. Autre fléau qui a retenu l'attention de Joseph Lé, c'est l'absentéisme de certains fonctionnaires qui profitent de la pandémie du Covid-19 pour abandonner leur poste de travail. Beaucoup d'agents publics ne travaillent plus. Ils prennent tous les prétextes pour ne pas venir au travail. C'est parfois le Covid, c'est parfois un dossier qu'on va suivre à Yaoundé. Et il y en a qui passent le clair de leur temps en dehors de leur poste de travail. Lors de la séance de rencontre et d'échange avec les agents publics en service dans l'Adamawa, le membre du gouvernement a annoncé des innovations majeures pour la modernisation de la fonction publique et la dématérialisation de ces procédures. Le ministre qui a entamé une tournée dans le Grand Nord achève sa visite de travail par Meganga, où il est allé toucher du doigt les réalités du centre multifonctionnel des jeunes de la dite ville. Et puis nous rendons également dans la région de l'ouest du Cameroun, une région qui a désormais son village artisanal, le joyau architectural qui se dresse fièrement dans la ville de Bafoussam, chef-lieu de la région du soleil couchant, a été inauguré par le docteur Achille Basilicain III, le ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, dans sa suite Zobel Apollinaire Bonne et Herbert Kwamou. Un peu plus de 10 ans après la pose de la première pierre,
Le village artisanal régional de l'Ouest situé au quartier Toket à Bafoussam a été mis en service par Achille Basilekeng III, ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Bâti sur une superficie de 4000 km² et doté de plusieurs stands, le tout pour une valeur de 700 millions de francs CFA est un présent du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, offert aux populations de la région de l'Ouest qui s'inscrit dans sa politique de promouvoir le savoir-faire artisanal. Je dois nous apporter beaucoup, surtout les touristes, quand ils viendront ici à l'Ouest, ils viendront pour visiter les produits Made in Cameroun. Et je crois qu'on se retrouvera ici. Et je crois que c'est un carrefour pour nous. Le dit village, accueilli par les artisans de la région de l'Ouest, est un cadre idéal de production, d'exposition, de la promotion des produits artisanaux, mais aussi de formation des artisans. Chacun des 8 départements de la région du Soleil couchant ayant sa spécificité en matière d'œuvres d'art. À l'Ouest, chaque département, chaque communauté dispose de trésors artisanaux et culturels qui trouveront ici, dans ce village artisanal régional, une vitrine d'exposition, mais surtout un espace où des peuples venus d'ailleurs, des visiteurs, des touristes viendront à la rencontre du riche patrimoine artistique et culturel des peuples de Grassfield. Bien avant la coupure du ruban symbolique, la découverte de la plaque commémorative et la visite guidée des stands d'exposition, les membres du comité de gestion, présidé par le gouverneur de la région de l'Ouest, ainsi que le coordonnateur et coordonnateur adjoint du village artisanal de Bafoussam, ont été installés par le patron des petites et moyennes entreprises, Achille Basilekeng III. La ville de Garoua se met peu à peu aux couleurs de la propreté. La capitale régionale du nord du Cameroun est engagée dans le concours de la ville la plus propre du Cameroun en prélude à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. À cet effet, les autorités municipales ont décidé de lui donner un visage plus reluisant. Zobel Apollinaire, Seydou Fonzier. La région du Nord s'apprête à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations de football, une compétition continentale qui va drainer du beau monde sur la rive gauche de la Benoué. Touristes et autres visiteurs qui viendront dans la cité capitale de la région du Nord pour vivre cette belle fête sportive. Les communes et les populations devront à cette occasion faire preuve non seulement d'hospitalité, mais aussi accueillir tous ces étrangers dans une ville propre, belle et saine. À cet effet, une campagne nationale d'hygiène, de salubrité et d'embellissement des villes camerounaises a été lancée par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain à travers le concours Ville propre. L'hygiène et salubrité ont été transférés en totalité aux communes. Il ne s'agit pas pour le ministère de se substituer aux communes, mais plutôt de les amener à prendre leurs responsabilités et permettre aux populations de vivre, comme on l'a dit, dans un environnement sain. Et n'oublions pas le contexte de la ville de Garoua qui doit accueillir la CAN 2021, d'ici moins d'un an. Donc il s'agira d'offrir une image, un visage réduisant aux étrangers qui vont venir chez nous. Dans la région du Nord, le concours auquel prennent part les communes des 4 départements de la région a été lancé par le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Edi. Je pense que c'est un travail qui a déjà commencé à Namon depuis très longtemps, depuis notre arrivée, il y a un an. Donc on a toujours travaillé en collaboration avec tous les communes d'arrondissement. C'est un travail qui va continuer. Donc on va juste s'asseoir et revoir maintenant, parce qu'avant il n'y avait pas une idée de concours. Donc comme maintenant avec une idée de concours, on va se mettre ensemble, se tenir la main pour vraiment préparer les villes de référence. Les opérations visées dans le cadre du concours concernent notamment le nettoyage des rues, l'aménagement et l'embellissement des espaces publics, l'enlèvement des ordures ménagères, l'entretien de la voirie et des réseaux divers, le marquage et la signalisation ou encore le ravalement des façades. Au niveau des communes concernées par la compétition, l'on semble plutôt bien préparé à affronter les communes sœurs tout en comptant bien évidemment sur l'implication
active des populations mobilisées pour la circonstance. Le gouverneur de la région du Nord n'a pas manqué de rappeler aux magistrats municipaux l'importance de leur totale implication pour la réussite de cette opération. Le rendez-vous a été pris pour le 4 octobre dans la ville de Limbé, où sera dévoilé le nom de la ville la plus propre du Cameroun. Nous parlons également de sport dans cette édition de l'information du soir sur la télévision du Monde. Coupe de la Confédération africaine de football, Coton Sport de Garoua s'incline en Algérie pour son premier match de poule. Le représentant camerounais a été battu ce mercredi soir par la jeunesse sportive de Kabylie. Le score étriqué d'1-0. Zobel Limbon pour les détails. D'honorer la mémoire du Camerounais Albert Ebo-Sebo-Djongo, joueur du club tué en Algérie en 2014, en remettant un maillot floqué au nom et au dossard du joueur au chef de la délégation camerounaise. Nous parlons toujours de sport et de football. À peine démarré, la première journée du championnat national de football enregistre ses tout premiers couacs. La rencontre qui opposait jusque-là à Bamenda, Yon Sport Academy contre TKC, n'a malheureusement pas été tenue. C'est d'ailleurs l'illustration de ce que ce championnat à peine a du mal à véritablement être mis en route. Moïse Ball pour les précisions. À peine une journée de championnat disputée, les plaintes fusent déjà de partout. Des manquements graves observés dans la programmation initiale des matchs. Lyon Sport Academy de Bamenda, Tonnerre Kara Club de Yaoundé n'ont pas pu en découdre à cause du protocole sanitaire qui n'a pas été respecté par le TKC. Toutefois, le Tonnerre de Yaoundé s'est retrouvé ce mardi seul au stade à l'absence de Lyon Sport Academy de Bamenda qui déclare n'avoir jamais été notifié par la Fédération camerounaise de football pour une rencontre prévue ce mardi à Bamenda. Dans ce cafouillage, le Tonnerre de Yaoundé a passé près d'une semaine au nord-ouest sans disputer le moins de matchs. Qui va finalement supporter les dépenses supplémentaires? À la limite, il se pose un réel problème de communication et de maîtrise parfaite du calendrier national. Le protocole sanitaire ne saurait être une barrière dans l'organisation des matchs. Des clubs doivent élargir l'effectif au niveau des tests Covid pour éviter des surprises désagréables. La légèreté constatée au niveau de la programmation des rencontres ouvre des poches de contestation stériles qui peuvent être légitimes. Au niveau des équipes, les joueurs attendent toujours les primes de signature alors que les présidents de clubs ont perçu les premières subventions en provenance de la Fédération camerounaise de football. Et puis hors de nos frontières, nous parlons de la Côte d'Ivoire et notamment de cette mauvaise nouvelle pour ce pays phare de l'Afrique de l'Ouest, le départ de son Premier ministre par ailleurs, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Et dans le reportage qui va suivre, retour sur le parcours de cet homme qui sera illustré à travers son style atypique. C'est le surnom que les Ivoiriens donnent à Ahmed Bakayoko. L'homme, alors ministre de la Défense, est comme chez lui ici à Abobo lorsqu'en 2018, il brigue la mairie. Le contrôle de cette commune populaire, la plus peuplée d'Abidjan, est considéré comme stratégique par le camp Ouattara en vue de la présidentielle de 2020. Et Ahmed Bakayoko l'emportera facilement. Je suis un enfant d'Abobo parce que j'ai la même histoire que les enfants d'Abobo. Je connais leur état d'esprit et je connais les défis qui me sont propres. Donc avec eux, j'ai un combat à mener pour que nous ayons le même destin. J'ai des projets pour Abobo et ce sera le plus important. Ahmed Bakayoko a grandi à Adjamé, un autre quartier populaire de la capitale économique ivoirienne, dans une famille de la classe moyenne. Il n'a jamais terminé ses études, s'est construit, dit-il, à l'école de la vie, et ce sera l'une de ses forces en politique. Au point d'être appelé à la primature l'été dernier par le président Ouattara, après le décès soudain du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est lui qu'Alassane Ouattara avait désigné comme dauphin pour lui succéder sous les couleurs de son parti, le RHD.
passage d'épée à la tête de la Côte d'Ivoire. La rumeur prête alors à Ahmed Bakayoko l'envie de tenter sa chance à quelques mois de la présidentielle. Mais lorsque le chef de l'État sortant annonce qu'il briguera un 3e mandat, Ahmed Bakayoko le soutient et se lance dans la campagne. C'est l'intérêt de la politique, de la mobilisation, des actes concrets qui parlent. Soyez serein, soyez serein, soyez serein. Les gens vont bavarder jusqu'à... Ils vont bavarder. Mais nous, on sera là. Le 31 après va se passer tranquille. C'est au fil des ans qu'Ahmed Bakayoko s'est imposé au sein du premier cercle d'Alassane Ouattara. Il a d'abord été proche de Dominique Ouattara, la femme du président, lors de sa première vie, celle d'homme de médias. Fondateur du journal Le Patriote, il a aussi dirigé un groupe de radio jusqu'au début des années 2000. Jusqu'à ce qu'il soit nommé en 2003 ministre de la mouvance Ouattara au sein du gouvernement d'union nationale constitué après les accords de Marcoussis. 7 ans plus tard, Alassane Ouattara, président, le nommera à l'intérieur, puis à un autre poste clé, la défense en 2017. Madame, c'est avec ce reportage que nous mettons un terme à cette édition de l'information du soir sur la télévision du Monde. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme qui se poursuit. Bonsoir à toutes et à tous.